Alors, voici de ce dont il s'agit. Je commence en quelque sorte par la fin de l'histoire, et puis je reviendrai en amont. Hein. Donc la fin de l'histoire, c'est le 22 novembre dernier. On a publié un guide sur la prévention et la gestion des moments de violence en hospitalisation psychiatrique. Donc il y avait un guide et il y a ce qu'on a appelé du matériel pédagogique, c'est-à-dire des programmes d'amélioration, on verra ce que c'est, des outils d'amélioration autour de la prévention et de la gestion de la violence en hospitalisation psychiatrique, et aussi dans une perspective évidemment de réduction de la contention et de l'isolement. Cette perspective-là, même si par ailleurs il y a des recommandations de pratique précisément sur la contention et l'isolement qui sont en cours d'élaboration et qui vont compléter ce travail. Mais nous, on s'est situé largement en amont. Voire même, je dirais vraiment très très en amont, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour ne pas arriver à la contention et à l'isolement, et qu'est-ce qu'il faut mettre en place à tous les niveaux, y compris celui de la gouvernance, celui des directions d'établissement et des conseils de surveillance. On a essayé de balayer l'ensemble des niveaux. Donc, des outils pour l'amélioration des pratiques et un rapport bibliographique dont je vais pas mal parler. Et tout ça a été publié en Alors, voilà, les programmes d'amélioration des pratiques, c'est en gros des objectifs d'amélioration qui ont été identifiés par le groupe de travail comme étant fondamentaux dans la prévention de la violence. Vous avez une logique, après je passerai assez vite, une logique qui est celle de la prévention initiale ou primaire, de la prévention secondaire, de la prévention tertiaire. Prévention primaire, c'est tous les éléments qui s'appliquent à l'ensemble des patients qu'il faut mettre en place dans l'idée de prévenir la violence. On est très en amont de toute forme de violence. Il s'agit vraiment de la question de l'accueil, de l'évaluation pluriprofessionnelle, de la place du patient au moment de l'accueil et en cours d'hospitalisation, de la prise en compte de son point de vue, des éléments de cet ordre. La prévention secondaire, c'est toutes les techniques à mettre en place s'il y a une montée en tension pour prévenir l'escalade de la violence. Et la prévention tertiaire, c'est s'il y a eu un incident, s'il y a eu contention et isolement aussi, qu'est-ce qu'on met en place après pour éviter que ça se reproduise. Et puis tout un ensemble d'actions, je dirais, qui ne concernent peut-être pas directement la prise en charge, mais qui sont fondamentaux, du type la mobilisation d'équipe, le travail d'équipe, la mobilisation de la gouvernance aussi autour de certaines valeurs du soin. Ça nous a paru tout à fait important. Enfin, le groupe de travail a beaucoup insisté sur ces aspects. On a aussi traité la question des situations d'hospitalisation de longue durée, parce qu'il faut savoir que l'épidémiologie montre bien qu'en fait les situations de violence sont très fréquentes dans ces unités. On en parle peut-être moins souvent que les grandes crises aiguës à la mission, mais en fait c'est ça qui suscite le plus de fatigue dans les équipes. Donc ça c'est, on va dire, des objectifs d'amélioration. Et puis pour aider à la mise en place de ces objectifs d'amélioration, on a proposé des outils. Donc là qui creusent sur plusieurs pages. Un programme, c'est maximum de pages. C'est vraiment des objectifs, des références, quelques idées d'outils. Les outils, c'est vraiment des sujets plus particuliers, plus précis, qui ont été creusés, qui ont été travaillés par le groupe de travail, avec par exemple, et ça j'en parlerai un petit peu à la fin de mon topo si j'ai le temps, une stratégie de désamorçage d'une situation à risque de violence. Toutes ces méthodes qui ont été énormément travaillées d'ailleurs en littérature anglo-saxonne et qui sont très bien connues des infirmiers français aussi, pour gérer une situation de montée en tension et éviter l'escalade, mais ça peut être aussi la question des espaces d'apaisement. Il y a eu aussi un sous-groupe qui a beaucoup travaillé sur la reprise avec des patients après un état d'agitation. Donc vous verrez, ces questions ont été creusées selon la méthode de la Haute Autorité de Santé qui est, je le dis très grossièrement, les données de la science et ce qu'en disent les professionnels et les représentants d'usagers dans un groupe de travail.
Donc le cadre, c'est celui d'un programme psychiatrie et santé mentale de la Haute Autorité de Santé. Un projet qu'on a voulu tout de suite et d'emblée cibler sur l'hospitalisation psychiatrique, même s'il y avait beaucoup de pression pour qu'on élargisse, parce que les problèmes de violence, c'est partout. Et en santé, c'est partout, c'est aux urgences, c'est au cabinet du médecin généraliste, c'est en CMP. Mais on a en quelque sorte résisté, je pense qu'on a eu raison, parce que ça permettait d'ouvrir cette question, qui est une question profonde de la clinique psychiatrique, dans les murs, entre guillemets, d'une unité d'hospitalisation, et c'est vrai qu'on a ouvert un sujet extrêmement riche, finalement pas du tout ciblé, très large et qui interroge profondément les pratiques. On a pu s'appuyer sur une audition publique qui avait été réalisée en 2011 sur la dangerosité psychiatrique, avec une étude absolument systématique de la littérature sur les facteurs cliniques de violence. Donc d'une certaine façon, la littérature médicale qui explore énormément les facteurs cliniques, cette synthèse, elle a été faite. Donc on a pu aussi aller sur d'autres types de recherche, recherche en sciences sociales, recherche en soins, comme vous le verrez. Et on a beaucoup exploité la revue de littérature qui avait été faite pour l'audition publique de 2011. Le groupe de travail, donc ça c'est central, c'est vraiment eux qui ont tout fait, en quelque sorte, enfin qui ont en tout cas donné du sens à ce qu'on a pu leur apporter. Il y avait 34 membres dans ce groupe de travail, avec des représentants de patients et des familles, des représentants de professionnels qui travaillent en psychiatrie, dont 16 infirmiers et cadres, avec des praticiens-chercheurs parmi eux. Je sais qu'ils sont intervenus l'année dernière pour un peu discuter de leur expérience dans ce groupe. Donc je pense que je peux citer leurs noms, Michel Condray et Dominique Friard, qui nous ont beaucoup aidés. Il y avait aussi, je dirais, tout type de profils, des gens très jeunes, en tout début de carrière, des exercices un petit peu différents les uns des autres, que ce soit, et il y avait bien sûr la représentation d'ailleurs de tout type d'exercices, au sens où il y avait aussi des cliniques privées qui étaient représentées. La présidence était assurée par le professeur Jean-Louis Semon. Les experts, on a auditionné des experts, notamment le docteur Estline Béard, qui est une spécialiste de l'ergonomie, médecin du travail, qui a beaucoup travaillé sur la question de la qualité de vie au travail chez les professionnels de santé, qui nous a beaucoup aidé, qui a fait l'une des seules études systématiques sur les facteurs des situations de violence en psychiatrie. Et puis Nathalie Filion, qui est chercheur et professeur en Belgique, d'origine canadienne, qui nous a aussi beaucoup éclairé. Donc il y a eu un travail très riche collectif. Bon, la finalité, je suis obligée de passer assez vite, mais il s'agit vraiment de proposer des outils dont les équipes doivent, en quelque sorte, sont invitées à s'emparer pour créer leur programme d'amélioration. C'est ça la logique, avec l'idée qu'il y a vraiment quelque chose à faire en matière de prévention de la violence. On ne peut pas tout contrôler, mais il y a des choses à faire en matière de prévention de la violence et de réduction de la contention et de l'isolement. Il y a des stratégies efficaces. Ça a été montré par la littérature. Les personnes du groupe de travail en étaient tout à fait convaincues, elles aussi, de par leur expérience clinique, et elles ont souhaité mettre ceci en avant. Tout ça dans un contexte où le groupe de travail a beaucoup insisté sur les valeurs dans lesquelles devaient s'inscrire ces programmes d'amélioration. Évidemment, la place du patient, le respect, le maintien de sa dignité, de son intégrité, la primauté d'une approche préventive, et le travail en équipe, l'accueil des familles,
tout ça a été travaillé au sein du groupe. Donc j'en viens à la biblio. D'abord, évidemment, cet énorme travail bibliographique qui avait été fait dans le cadre de l'audition publique de 2011 sur les facteurs cliniques de la violence. Donc, en gros, pour l'instant, c'est indépassé. Ça le sera peut-être un jour, mais c'est vrai que c'est tout à fait remarquable et on a pu le prendre en compte. On a par ailleurs pris en compte dans le projet globalement 483 publications, donc un gros travail bibliographique. Tout n'a pas été pris en compte dans la revue de littérature parce que dans ces publications, il y a par exemple des guides autour justement de la qualité de vie au travail des professionnels, des guides sur la bientraitance des patients qui ne rentraient pas, je dirais, dans les critères d'inclusion de la bibliographie, mais qui ont été pris en compte par le groupe de travail. Donc, la bibliographie elle-même comporte 290 références, et le reste, c'est de la littérature qui aidait, mais qui ne rentrait pas exactement dans les critères. Je ne m'appesantis pas trop. Une littérature dite grise, je ne sais pas si c'est un bon mot, importante. On a été aidé par le réseau Ascodopsie. Je ne sais pas s'il est représenté ici. Si, il y a quelqu'un là, oui. Voilà, je vous ai reconnu dans l'assistance. J'avais un petit doute, mais... donc il nous a beaucoup aidé à collecter des documents. On était un petit peu frustrés du peu de publications françaises, alors qu'on savait qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient dans les établissements. Donc on a souhaité, grâce à Ascodopsie, on a pu réunir des documents extrêmement précieux, des rapports d'observatoire de la violence notamment. Alors il y a celui du CH de Saint-Cyr qui nous a particulièrement marqué. Et donc là, on a vu qu'il y avait énormément, une grande richesse dans les établissements. On a fait un appel au peuple pour avoir effectivement des documents qui émanent des équipes, qui restituent des expériences en tout genre. Ça peut être un support de formation, une procédure, etc., qui donne un petit peu l'état des réflexions. On a pris en compte, il y a une synthèse dans le rapport bibliographique. Voilà, on a essayé de restituer parce qu'il y a beaucoup de démarches institutionnelles mises en place en psychiatrie en France. Donc 290 études analysées pour cette bibliographie, donc sur les situations de violence. Qu'est-ce que c'est, leurs caractéristiques, les facteurs qui expliquent ces situations de violence en hospitalisation psychiatrique, l'état, la réalité des pratiques professionnelles, et puis les bonnes pratiques qui ont pu être définies, qui ont pu émerger de la littérature, les dispositifs d'amélioration qui existent, avec un corpus très important de recherche en soins, de langue anglaise et française. On n'a pas appris d'autres langues, c'est dommage, mais on n'avait pas les compétences linguistiques pour prendre en compte notamment les recherches dans le domaine hispanique, et c'est tout à fait dommage. Mais enfin, ça faisait quand même déjà c'était bien. Beaucoup de littérature, beaucoup d'études qualitatives tout à fait intéressantes, parce que la violence, c'est aussi un vécu, c'est un vécu de patient, c'est un vécu de professionnels, et c'était important de pouvoir les prendre en compte. Je pense que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, il y a un certain nombre de revues qui reviennent vous verrez dans la biblio, de revues anglo-saxonnes, spécifiquement sur la recherche en soins en santé mentale. On pourra en discuter, je vais pas vous donner trop de titres, mais on pourra en rediscuter dans la journée si vous voulez des titres. Il y a vraiment beaucoup de publications, c'est une littérature très riche. Je pense qu'au bout du compte, ce corpus nous a aidés autour de la question de l'objectivation et de la quantification du phénomène, parce qu'à un moment, il faut se poser et se demander c'est quoi, même quantitativement. On sait bien que la quantification, c'est une réduction, mais on ne peut pas rester uniquement sur des choses floues. Il faut pouvoir faire une épidémiologie de la violence en service d'hospitalisation. Les facteurs de la violence, beaucoup de choses.
À côté, notamment de la littérature médicale sur les facteurs cliniques, vraiment une littérature très riche, l'état des pratiques, la réalité des pratiques, bien sûr, les points de vue, les perceptions des professionnels, les perceptions des patients, et l'identification des bonnes pratiques. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir développer tout ça, je ne pense pas. Je vais essayer de voir si je peux choisir un exemple. Bon, j'avance tout de même. Ça, c'est autour de la quantification. Il faut savoir qu'il existe des grilles de recueil standardisées. Il n'en existe pas en France, enfin, adaptées à l'hospitalisation psychiatrique, et qui a permis de faire émerger une épidémiologie de la violence, et c'est beaucoup des recherches en soins. Alors c'est vraiment, là pour le coup c'est transdisciplinaire, c'est-à-dire que l'équipe typique c'est celle que représente Henk Nijman, qui est professeur de psychologie, Tom Panskierma qui est psychiatre, et un chercheur en soins, Roger Hanvik, qui ont proposé une grille qui maintenant est utilisée de manière vraiment très fréquente, qui a été adaptée en Suisse, qui a été adaptée en Belgique, mais malheureusement pas en France, en plus c'est sous copyright. Je ne sais même pas si j'ai le droit de faire un copier-coller de la grille sur cette diapo. Et c'est vrai que c'est dommage qu'en France il n'y ait pas une épidémiologie de la violence en unité d'hospitalisation. Là je vous ai donné juste un exemple, réflexion très intéressante autour des facteurs de la violence, avec la prise en compte de l'ensemble des dimensions, de toute la complexité. Quelqu'un qui a je pense, l'un des plus grands spécialistes sur ces questions de violence en hospitalisation psychiatrique, c'est Leonard Bowers du King's College, qui est professeur de soins en santé mentale, qui a toute une équipe autour de lui, qui a fait une revue de littérature absolument systématique et qui en est sorti notamment avec un modèle qui permet d'avoir l'ensemble des dimensions d'une situation de violence avec tous les types de facteurs qui peuvent l'expliquer, du contexte, des caractéristiques du patient, les autres patients de l'unité, très important, suffisamment pris en compte, l'environnement physique, etc. Et aussi la dynamique de la situation, c'est-à-dire comment on arrive au déclenchement. C'est-à-dire que dans ce schéma, que je ne pourrais pas vous montrer très longtemps, mais qui est dans le rapport, on voit aussi la dynamique de la situation. Donc, non seulement les facteurs, je dirais, statiques, mais aussi comment on arrive à un déclenchement. Donc tout ça, ça c'est un exemple de... alors évidemment, sur les pratiques, personnellement, je n'ai rien trouvé sur l'état des pratiques et la réalité des pratiques. J'ai pour le coup, alors autant la littérature anglo-saxonne est très très riche sur des tas de choses, autant là, je pense que la France a largement le premier prix avec la recherche qui a été faite, que vous connaissez bien, donc par le groupe de recherche en soins infirmiers, Jean-Paul Lortin et Sophie Tucriel, qui est sorti en février 2012 et qui fait vraiment une analyse extrêmement fine des pratiques informelles, c'est-à-dire de toutes ces pratiques non programmées, non formalisées, mais qui aident justement à gérer la vie d'un service, à prendre en charge les patients au quotidien. Donc là, des choses extrêmement intéressantes sur lesquelles je ne peux pas m'étendre, j'en suis vraiment désolée. L'identification de fonctions, ça c'est tout à fait intéressant et innovant. En particulier, j'en citerai qu'une, sur 139, donc vous voyez, je suis quand même pas... c'est la fonction amortissante, je vous lis simplement la définition. L'ensemble des mesures individuelles ou groupales visant d'une part à limiter l'expression des sources d'excitation individuelle ou groupale, et d'autre part visant à atténuer ou à absorber leurs manifestations. Donc on voit bien qu'il y a eu vraiment un effort pour essayer de bien montrer tous ces savoirs tacites qui sont mis en œuvre au quotidien dans les services, justement pour gérer ces situations. Le vécu des professionnels, le vécu des patients, je m'arrêterai juste sur le vécu des patients. C'est vrai que pour moi, mais peut-être que ma vue est biaisée, c'est pas une étude systématique là aussi, l'émergence du point de vue du patient comme un point de vue valide
c'est beaucoup la recherche en soins qui l'a fait émerger. Énormément d'études qualitatives extrêmement approfondies, avec vraiment une grande honnêteté dans l'abord des patients. Le souhait aussi d'aller jusqu'à interroger des patients agresseurs, des patients dits difficiles. C'est très difficile d'interroger des patients dits difficiles, vraiment. Ça va très loin. Les patients témoins aussi, comment ça se passe pour le patient qui assiste à une situation de violence. Enfin, il y a énormément de choses, je ne peux malheureusement pas m'étendre. Ça, c'est un exemple voilà, de l'équipe de Leonard Bowers, qui a fait une démarche de grande ampleur pour essayer d'identifier des interventions infirmières efficaces sur la prévention de la violence. Et il a fait ça de manière systématique. Je vous le dis, il a les moyens. Il travaille beaucoup, il a beaucoup de compétences et il a aussi des moyens. Ce qui laisse, enfin, voilà, ça laisse quand même un certain espoir de marge d'amélioration pour la recherche infirmière en France. Là, je ne vous donne même pas la moitié de son équipe, puisqu'ils étaient 15 sur cette recherche, 15 occupés, avec donc, le professeur Bowers en pilote, mais des compétences différentes, psychologues, chercheurs en sciences sociales. Et ils ont identifié avec vraiment une démarche systématique au travers d'un essai randomisé contrôlé. Là, ils ont quand même voulu se plier à cette logique de l'essai randomisé contrôlé, qui est tout de même intéressante à un moment pour identifier une certaine efficacité. Ils ont aussi toute une politique de diffusion autour de ces 10 interventions infirmières dont l'efficacité a été montrée. C'est un travail de plusieurs années. Ça donne un exemple de ce qui peut être fait dans ce domaine. Et voilà un peu ce type d'éléments qu'on a pris en compte au moment d'élaborer des outils. Alors je vous donne l'exemple, et j'en ai pour 2 minutes encore, promis. Exemple de la fiche sur la stratégie de désamorçage de situations à risque de violence, qui est intéressant parce qu'il y a d'un côté la littérature anglo-saxonne qui est très centrée sur les techniques de désescalade. Justement, Leonard Bowers a fait vraiment le tour de la littérature. Il a le concentré de littérature, il l'a mis dans un schéma dont on s'est inspiré. C'est en annexe de la fiche. Donc c'est tout à fait intéressant, et les infirmiers du groupe, notamment les jeunes infirmiers, nous ont dit c'est très bien, il nous faut des repères. Donc on a besoin, les équipes sont en demande de tableaux assez simples. Ça se présente comme un élément, alors, ouais, c'est en diapo caché, mais bon. Il y a des étapes de la gestion de la situation, et il y a quelques qualités à mettre en œuvre, et des choses toutes simples, très concrètes. Par exemple, ne pas chercher à avoir raison. Dans un entretien de désamorçage, ne pas chercher qui a tort, qui a raison. Donc c'est des petites choses comme ça. Donc ça, c'est en annexe. Et puis dans le reste de la fiche, c'est vrai que là, je retrouve beaucoup plus le savoir-faire infirmier français. C'est-à-dire que notamment, les gens du groupe, donc moi j'avais la littérature anglo-saxonne, très axée sur cette petite séquence qu'est l'entretien de désamorçage. Et là, il y a je sais pas, 200 références. Facile, moi j'ai dû élaguer, j'ai enlevé tout ce qui ne concernait pas exactement l'hospitalisation, etc. C'est une littérature très riche. Et les gens du groupe ont dit, mais ça suffit pas. Il faut qu'on parle de l'avant. C'est quoi les petites frictions du quotidien? Et puis c'est quoi le processus de montée de la violence? Et puis qu'est-ce qu'on fait après? Et comment on gère l'équipe autour? Donc d'une certaine façon, la fiche, vous verrez, il y a en fait toutes les étapes amont, et notamment ces petites, voilà, il y a vraiment un chapitre qui s'appelle les petites frictions du quotidien, c'est tout. Et avec l'idée, il faut notamment apporter une réponse, même si c'est pour différer la véritable réponse.
On ne peut pas laisser... voilà, il tenait beaucoup à ce qui est ça, et puis la définition d'une certaine posture, la compréhension du processus de montée de la violence. Donc voilà, c'est un exemple de la manière dont cette alchimie a eu lieu. Voilà, merci.